C'est vrai. J'ai réussi. J'ai enfoncé l'horizon. Et il n'y avait personne à côté de moi pour m'aider et m'accompagner. Et si l'on m'avait dit alors que jamais personne ne s'apercevrait de moi, rien ne m'aurait rendu plus heureux. Tout ce que la grammaire et le bon usage autour de moi m'enseignaient, tout ce que les professeurs de force ont essayé de me bourrer dans l'estomac, c'est vrai, je l'ai rejeté avec enthousiasme. J'ai préféré l'inconnu et le vierge, qui n'est autre que l'éternel. Le bonheur d'être catholique, c'était d'abord pour moi celui de communier avec l'univers, d'être solide avec ces choses premières et fondamentales qui sont la mer, la terre, le ciel et la parole de Dieu. Et ensuite, possesseur d'un cœur, d'une tête, de 2 bras et 2 jambes, d'insulter glorieusement à la face de tout mon temps, de tout l'art, de toute la science, de toute la littérature de mon temps. Paul Claudel. Chers amis, parler en public, c'est prendre la parole. N'allez pas croire à une lapalissade. Mais je m'adresse à vous comme à des amis, car je pense qu'une écoute amicale crée une résonance qui donne la parole. Et cette parole, j'ose espérer qu'entre nous, elle coulera de source. Le texte que je viens de vous lire en exergue de Claudel est tiré de son grand livre sur la peinture hollandaise, L'œil écoute. Pour paraphraser ce titre magnifique, je dirais que je voudrais vous faire voir avec les oreilles. En effet, à travers un faisceau de citations, c'est la voix de ces 3 poètes, Rimbaud, Claudel, Artaud, que je voudrais vous faire entendre, afin que vous puissiez voir cette filiation qui constitue à mes yeux ce que j'appelle une parenté terrible. Rimbaud, Claudel, Artaud, une passion pour l'acteur. Conférence, spectacle. Il faut que je vous dise que je n'ai pas préparé de spectacle, n'ayant aucun goût pour les montages poétiques, ni pour les spectacles poétiques. Et je ne crois pas que ça sera tout à fait une conférence non plus. Alors, je sens monter votre stupeur, accrochez vos ceintures, je vais tenter une voltige avec vous, si vous voulez bien, car tenter de faire la démonstration d'un art poétique pour l'acteur avec Rimbaud, Claudel, Artaud. Dans mon esprit, aucune intention de réconciliation ou de conciliation. On ne concilie pas l'inconciliable.
On lit dans les Illuminations cette phrase, qui se trouve d'ailleurs dans un poème des Illuminations qui s'appelle Phrase. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des scènes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Quel raccourci magnifique pour exprimer physiquement l'acte d'écrire. Le danseur de cordes. Écrire, c'est danser sur la corde. Écrire, c'est jouer sur la corde. Écrire, c'est jouer. Un écrivain, il veut tout jouer. L'écrivain est obsédé par l'acteur. Pourquoi? Eh bien parce que l'acteur, c'est l'écriture debout. Ça tient. Et pourquoi ça tient? Eh bien parce que dans l'écriture, il y a une voix. On a le corps de sa voix. Il y a un souffle dans chaque mot que l'auteur a insufflé. Ce souffle, c'est le pneuma du poète. L'auteur est le souffleur de l'acteur. La parole incorporée, c'est l'écriture debout. C'est l'acteur inspiré. L'acteur dépossédant l'auteur. Une affaire d'aventurier, de contrebande, de mercenaire de la langue. Oui et non. Le corps comme unique bagage. La chair. Une topographie précise dans laquelle quelque chose, comme une perlaboration creuse et ensemence les massifs de la mémoire. L'acteur, c'est le tatoué du verbe. L'acteur joue l'auteur. L'acteur est le personnage de l'auteur. L'acteur est une voix. La voix, c'est l'écriture de l'auteur. Le poème au théâtre, c'est une polyphonie, une distribution d'acteurs, une action atmosphérique. L'auteur, un opéra fabuleux. L'écrivain est obsédé par l'acteur parce que jouer, c'est incarner. Jouer. Jouer, c'est reprendre l'aventure du verbe à son commencement. C'est relancer la vie là où elle risquait d'oublier et de perdre les premiers mots. Il faut comprendre Claudel par cœur. C'est-à-dire qu'il faut le jouer. Il faut que le texte incorporé rencontre, provoque en moi une naissance, une mort, une résurrection à cet endroit insituable dans le corps, où le mystère de la chair s'incarne par la mémorisation d'une langue. Parler le Claudel. Une instrumentation avec un fort accent d'étranger dans sa propre langue qui imprime au français la marque d'une effraction, d'un viol. Une claudication. Cette marque singulière, je ne peux justement la ressaisir et l'identifier qu'à la condition d'une mémorisation, puisque c'est exclusivement l'épreuve du jeu qui me donne accès à cet endroit ombilical de la vérité dans une âme et un corps.
cet ombilic endroit et envers du corps, découvrant le lieu alchimique où la chair et le verbe donnent en effet une voix au miracle incompréhensible de la vie. Il faut jouer Claudel pour comprendre, selon la formule célèbre de Rimbaud, littéralement et dans tous les sens, et que ça ne veut pas rien dire. Paul Claudel a fait irruption dans le théâtre français pour que l'acteur puisse entrer en scène revêtu de cette chair ressuscitée. Un scandale dans le babil psychologique de la tradition française. Avec la violence totémique d'un animal fraîchement baptisé. Un jeune homme de 20 ans secoue sa chevelure d'or pour inonder de soleil le trou de cave rationaliste du XIXe siècle finissant. C'est sur un coup de force que repose l'érection catholique du personnage claudélien. Oui, c'est au prix d'une conversion où le sang séché fume sur la face que le personnage claudélien fait son apparition sur la scène. Chaque personnage de l'ensemble du théâtre de Claudel gardera au plus profond de sa chair les stigmates de ce combat spirituel. La semence d'Arthur Rimbaud. Car c'est à partir de cet éblouissement de l'étincelle d'or, la fameuse rencontre avec les illuminations, que Paul Claudel se découvre et entre tout nu dans les eaux baptismales. Ce qu'il faut bien appeler l'échec de Rimbaud dans son opération alchimique du verbe où l'amour est à réinventer. Verlaine qu'il voulait rendre à son état primitif de fils du soleil. Cet échec aurait donc par là même ouvert à Claudel un accès au monde réel. Une sorte de mariage du ciel et de l'enfer, selon William Blake. Un monde où le verbe se fait chair. Une incarnation, un théâtre. Un théâtre où la femme porterait dans sa chair la marque de cet échec et de cette illusion. Écoutez bien ce que dit Claudel de la femme. Gardons-nous d'en sourire trop vite, car ça retentit sur tous les personnages féminins de son théâtre. La femme est là avec son corps et son cœur jaloux pour empêcher les hommes d'être des anges et pour maintenir les droits du péché originel. Vous avez bien entendu? Qu'est-ce qu'il nous balance? En plein XXe siècle, les surréalistes sont gorgés de psychanalyse. Claudel, lui, il nous met devant directement cet abîme. La femme est là avec son corps et son cœur jaloux pour empêcher les hommes d'être des anges et pour maintenir les droits du péché originel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans le théâtre de Claudel,
obèse. Eh oui. Une sensualité par laquelle la vérité se présenterait toujours à nous, avec le visage de l'erreur. Un monde à négocier. Un tour de passe-passe. C'est le terme exact que emploie Kafka dans son journal pour dire l'acte sexuel. Un tour de passe-passe. Un échange. C'est une des premières pièces de Claudel, écrite en Amérique, Monnaie, monnaie. Souvenez-vous, Thomas Pollock, Lecky Elbernon, Louis Lane. Le théâtre n'aurait-il pas eu pour Claudel une valeur salvatrice tout aussi déterminante que l'Église, notre Sainte Mère? Le théâtre, la femme, le monde, le désordre, le bordel, les actrices, les putes, là où la grâce abonde. Oh, le plus violent paradis de la grimace enragée. Pas de comparaison avec vos fakirs et les autres bouffonneries scéniques. Dans des costumes improvisés, avec le goût du mauvais rêve, ils jouent des complaintes, des tragédies de malandrins et de demi-dieux spirituels comme l'histoire ou les religions ne l'ont jamais été. Chinois, Hottentots, Bohémiens, Niais, Hyènes, Moloch, vieilles démences, démons sinistres. Ils mêlent les tours populaires maternelles avec les poses et les tendresses bestiales. Ils interpréteraient des pièces nouvelles et des chansons bonnes filles. Maîtres jongleurs, ils transforment le lieu et les personnes et usent de la comédie magnétique. Les yeux flambent, le sang chante, les os s'élargissent, les larmes et les filets rouges ruissellent. Leur raillerie ou leur terreur dure une minute ou des mois entiers. J'ai seul la clé de cette parade sauvage. Si la passion amoureuse chez Paul Claudel prend parfois l'allure et les rythmes d'une danse du scalp, mais c'est parce que la présence de Rimbaud rôde constamment dans l'œuvre de Claudel. Vous venez de l'entendre avec ce poème des Illuminations, parade. Il est le frère de couleur, l'enfant prodigue qui ne serait jamais revenu. Ce voleur de feu, c'est certain, il a mis Claudel sur une piste. J'ai reçu au cœur le coup de la grâce. Ah, je ne l'avais pas prévu. Au printemps 1886, quand Claudel lit pour la première fois Rimbaud, imaginez comme ces mots se plantent dans sa chair. Quel tatouage! Au Noël suivant 86, au pied de son pilier, Claudel peut textuellement reprendre ces mots. J'ai reçu au cœur le coup de la grâce, le coup de la grâce. Ah, je ne l'avais pas prévu. Au fond, Claudel n'est pas un auteur de pièces de théâtre. Le Français parisien lui a bien fait savoir. Sa boutique de luxe n'était pas faite pour lui. Qu'on se reporte à ce qui se jouait sur les scènes parisiennes à l'époque de l'apparition de Tête d'Or. À peu près la même écœurante confiserie qu'a pu découvrir Rimbaud quand Verlaine l'emmenait à l'Odéon. Quelques années auparavant, Baudelaire, lui, il ne s'était au théâtre intéressé qu'au reflet du grand lustre. Mallarmé y avait crayonné. Pourtant, Rimbaud n'avait-il pas écrit dans les Illuminations: exilé ici, j'ai eu une scène où jouaient les chefs-d'œuvre dramatiques de toute
toutes les littératures. Et si j'étais directeur du Théâtre de l'Europe, je m'empresserais de mettre cette phrase au fronton du Théâtre de l'Odéon. À quoi pensent les hommes de théâtre? L'institution théâtrale étant ce qu'elle était, ce qu'elle sera toujours, on n'a jamais pu supporter une telle force subversive. La société, hypnotisée par sa propre image, réclame toujours le réconfort de son spectacle obsessionnel. Quand un artiste, un grand poète débarque au milieu de nos petits jeux mondains, médiatiques, dérisoires, l'instinct grégaire s'empresse de verrouiller la sécurité de ces dites institutions en renvoyant le barbare à un exil, à une solitude mortelle. La déception de Rimbaud devant l'incompréhension de Paris est certainement déterminante dans son abandon de la littérature. Claudel a dû ressentir la même nausée en arrivant dans la capitale. La première version de La Ville en témoigne directement. Dans cette œuvre étrange, la violence rimbaldienne taraude les personnages qui sont comme des puissances, encore chargés de toute l'énergie poétique des Illuminations. La sympathie de Claudel pour les anarchistes de l'époque, pour les anarchistes de toutes les époques, se manifeste là, dans une solidarité inconditionnelle avec le grand refus de Rimbaud. Une impossibilité viscérale à s'intégrer aux idéaux du siècle. Une soif de partir. Un appel de la route. L'impatience de l'Ardennais devant l'urgence à trouver le lieu et la formule. C'est dans ce grand remue-ménage que nous entraîne la geste flamboyante de Tête d'Or. Tête d'Or. Il nous faut l'aborder. Cette grande porte dans l'œuvre de Claudel, peut-être la plus belle, cette première marche augurale. La nuée se déchire et l'on voit les étoiles par là. On peut dire que Tête d'Or est directement issue de la crise rimbaldienne. C'est précisément dans ce drame que nous assistons à une floraison extraordinaire de l'alchimie du verbe, frayant sauvagement son accès à la grâce. Dans ce drame, comme une parturition rimbaldienne, Claudel y articule aussi bien Shakespeare, Eschyle et la Bible. Ce grand tumulte dans le tronc et le feuillage de l'arbre, c'est l'aspiration verticale de la flamme enracinée que le personnage de Tête d'Or porte comme une victoire sur la réalité rugueuse à étreindre. C'est la révolte pure et le projet d'Arthur Rimbaud que Claudel reprend et offre au soleil son seul amour, parce qu'il a soulevé le poids de sa fatalité et qu'il avance en titubant dans une stupeur charnelle. Le personnage claudélien vibre d'un désir sans limite. Que la prière galope et que la lumière gronde. Vous venez d'assister en direct à la fécondation du verbe claudélien. Vous avez cru entendre Tête d'Or? Nous étions dans une saison en enfer. C'était Rimbaud.
essentielle. Elle prend son élan à partir de l'opacité du sol, la terre maternelle, sur laquelle Simon Agnel, le futur tête d'or, revient pour être bafoué et pour, comment dirais-je, pour y enjamber la mort. Il est temps d'ouvrir le rideau sur le prologue de Tête d'or. Simon Agnel creuse une fosse pour enterrer la femme qu'il a aimée et qu'il pleure devant Sébès. Vois-tu, ce goût pour cet être qui garde un visage d'enfant est étrange. Ses manières sont étranges. Elle bavarde sans raison comme un malade. Ses cheveux non coupés en font quelque chose. Et en effet, c'est une chose qui a voulu devenir notre volupté. Celle-là, si je la touchais au bras, elle sourit d'un sourire d'où les yeux feignent d'être absents. Mais si elle meurt, et que nous la voyons s'enfuir comme un corps fait de sable, bah, songes idiots. C'est un crépuscule terrible, ce prologue de Tête d'or. Une fin d'hiver où des plaques de glace et de neige verrouillent la terre. Toute figure porte un masque de pluie, un grand deuil plombe l'horizon. Un homme en blouse de paysan porte sur son dos le cadavre de sa femme. Il est marqué au sceau du meurtre, ce voyageur revenu au pays, pour s'arracher une dernière fois aux entrailles de la terre-mère. Et, veuf comme un chêne, le monde devant lui va devenir sa prairie et son champ de bataille. Il erre dans la campagne, Simon Agnel, comme une bête de sacrifice dont il se sent devenir le boucher. Il s'oriente en niflant et arpentant l'espace, enivré par son propre dépouillement. Il porte en lui cette fureur qui ouvre une saison en enfer. Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or. Tête d'or. J'aurai de l'or. Il est revenu au lieu de l'enfance pour pousser un cri âpre, pour naître à lui-même, pour devenir sa propre table et son propre lit. Tout autour de lui est d'une poignante hostilité. Sa parole vibre sèchement dans l'air glacé. Une solitude crépusculaire se heurte à une autre solitude, s'abaisse. Le jeune homme démuni devant toutes les choses de ce monde. Le petit veau au mufle encore mouillé de lait. Me voici, imbécile, ignorant, homme nouveau devant les choses inconnues. Et je tourne la face vers l'année et l'arche pluvieuse. J'ai plein mon cœur d'ennui. Je ne sais rien et je ne peux rien. Que dire, que faire? À quoi emploierai-je ces mains qui pendent, ces pieds qui m'emmènent comme les songes? C'est bête.